Je vais vous parler, encore une fois, de l'épopée des Jésuites en Chine. Elle a duré pratiquement 2 siècles. Entre les premières arrivées de missionnaires dans l'Empire du Milieu à la fin du XVIe siècle et la décision de Louis XIV d'envoyer des Jésuites français, dûment formés par l'Académie royale des sciences de Paris, il s'était déjà écoulé un siècle. Au demeurant, les motivations de Louis XIV n'étaient ni religieuses ni scientifiques. Rivalité avec le Portugal, guerre en Europe avec les Pays-Bas, les raisons de contrecarrer en Chine l'influence des adversaires de la France ne manquaient pas. Reste que cette décision allait assurer le succès médiatique de la mission et lancer en France une mode chinoise alimentée par les récits de missionnaires. On a même commandé à la Manufacture royale de Beauvais une série de tapisseries sur l'histoire de l'empereur de Chine, dont celle-ci, intitulée Les astronomes. Regardez la scène. L'empereur de Chine est debout à gauche, habillé en jaune et rouge. La main levée se veut un geste d'émerveillement. Assis devant lui, un père tient un compas sur un globe céleste. À droite, une sphère armillaire. À côté, un télescope. Il s'agit de souligner la valeur du trésor scientifique offert aux Chinois. Était-il aussi inestimable que ce qu'en ont dit les jésuites? C'est ce que nous allons voir. Le premier à avoir compris que le contact avec l'empereur de Chine passerait par l'astronomie est Matteo Ricci. Il est mort à Pékin le 11 mai 1610, 3 jours avant l'assassinat d'Henri IV. Vous le voyez ici à un habit de lettré chinois, avec un portrait de la Vierge, une épinette et une sphère armillaire. Son journal, transcrit plus ou moins fidèlement et publié juste après sa mort par un autre jésuite, a été traduit en français et a contribué à attiser la curiosité pour la Chine. Voici la page de titre. Histoire de l'expédition chrétienne au royaume de la Chine, entreprise par les pères de la Compagnie de Jésus, comprise en 5 livres, dans lesquels est traité fort exactement et fidèlement des mœurs, lois, coutumes du pays et des commencements très difficiles de l'Église naissante en ce royaume. En lisant ce livre, on comprend l'écart des mentalités et des préjugés avec lesquels les religieux européens abordaient la civilisation chinoise. Voici un petit exemple. Le livre s'étend à longueur de page sur l'ignorance des Chinois touchant les mathématiques, ce que vous voyez écrit dans la marge. Comme exemple de cette ignorance, vous lisez qu'ils n'avaient seulement jamais pensé aux 2 pôles, l'un mobile, l'autre immobile, qu'ils ne croyaient pas qu'on pût faire seulement le cadran horizontal en lieu plan. Ils ne trouvaient rien de si étrange que de voir les signes du zodiaque. Vous lisez aussi qu'ils trouvaient merveilleux que l'arithmétique pût s'exprimer par écrit, car, quant à eux, ils utilisaient un certain instrument. Et c'est le boulier qui était inconnu en Europe. En l'occurrence, il y a des chances que les Chinois aient trouvé merveilleuse la lenteur avec laquelle les pères jésuites faisaient leurs additions par écrit. Ils furent aussi émerveillés de voir nos cadrans et qu'on pouvait par plusieurs autres moyens facilement mesurer la hauteur d'une tour, profondeur d'un puits ou d'une vallée et les longueurs des chemins. À la décharge de Ricci, je ne pense pas qu'il ait eu à sa disposition un site d'histoire des mathématiques. Mais vous savez bien que les Chinois disposaient de cadrans et d'autres instruments de visée, et qu'ils mesuraient des longueurs et des hauteurs inaccessibles, au moins depuis Liu Huai au IIIe siècle. Une des caractéristiques des récits européens est leur incapacité à distinguer les croyances et les légendes qui relèvent de la mythologie du véritable savoir scientifique.
Voici une de ces légendes dans le Shu Jing, c'est-à-dire le classique des documents. Chung Wang, à peine revêtu de la dignité impériale, ordonna au prince de Yin de prendre le commandement des 6 légions. He et Huo négligeaient entièrement les devoirs de leur charge. Retirés dans leur domaine, ils se plongeaient dans le vin. Le prince de Yin fut chargé par l'empereur d'aller les châtier. Haranguant ses troupes, il leur dit: les anciens souverains étaient attentifs aux avertissements du ciel. Leurs ministres observaient des règles constantes. Tous leurs officiers les aidaient. Aussi ces princes ont-ils régné avec gloire. Hi et Huo sont déréglés dans leur conduite, se plongent dans le vin et se dégradent. Par un désordre jusque-là sans exemple, ils ont bouleversé les lois de l'astronomie et négligé entièrement les devoirs de leur charge. Le premier jour du 3e mois de l'automne, les 2 grands astres, le Soleil et la Lune, se rencontrant dans la constellation du Scorpion, n'ont pas été d'accord. Il y a eu une éclipse de Soleil. Les musiciens ont battu le tambour, les officiers inférieurs et les employés tirés du peuple ont couru avec empressement au secours du Soleil. Hi et Huo, inertes dans leur office, comme le représentant d'un mort à une cérémonie, ont paru ne rien entendre, ne rien savoir. Ils se sont trompés grossièrement sur les phénomènes célestes et ont mérité la peine de mort, décrétée par les anciens souverains. Dans les lois du gouvernement, il est dit: celui qui devancera le temps sera mis à mort sans rémission. Celui qui n'arrivera pas à temps sera mis à mort sans rémission. Cette histoire souligne l'importance de prévoir exactement les éclipses. Il y a peu de chances qu'elles se soient déroulées ainsi, encore moins en 2159 avant Jésus-Christ, comme l'ont calculé les bons pères, à partir de la chronologie des textes anciens. Cela les a d'ailleurs passablement inquiétés. Pensez donc, les Chinois faisaient déjà de l'astronomie avant le déluge. Enfin, du moins si on en croit la chronologie de l'Ancien Testament, qu'il ne serait venu à l'idée de personne de remettre en cause. Les pères ne doutaient pas plus que tous les Chinois n'attribuent la cause des éclipses aux dragons stellaires affamés cherchant à dévorer le soleil, ou la lune selon le cas. À moins que ce ne soit la faute du chien Tianggu, heureusement chassé par les flèches du héros Zhang Xiang. Les jésuites, assistant aux cérémonies dérivées de ces légendes, les ont prises pour argent comptant. Il est exact que les éclipses de soleil donnaient lieu à des célébrations colorées et bruyantes, au cours desquelles on chassait le dragon à grand renfort de roulements de tambour et on tirait des flèches en l'air en direction de Tianggu. Tout ce qu'ils auraient dû en déduire, c'est l'importance accordée par les Chinois à l'astronomie, importance à laquelle les jésuites devaient leur faveur auprès de l'empereur. Il faut dire que les Chinois voyaient l'ordre cosmique comme intimement lié à celui de l'Empire, et lié aussi à l'équilibre de chaque individu. L'empereur est en quelque sorte le gardien de cet ordre cosmique. Alors, depuis longtemps, l'information astronomique était strictement encadrée et codifiée. Qin Tian Qian est le tribunal des mathématiques. Le président est du 5e ordre, ses 2 assesseurs du 6e, et les autres mandarins du 7e et du 8e. Ils s'appliquent à l'astronomie et ils ont soin d'avertir le roi du temps, du jour et de la grandeur des éclipses du soleil et de la lune, dont l'empereur fait avertir tous les tribunaux des provinces par le grand tribunal des rites, afin qu'ils se préparent à faire les cérémonies ordinaires, qui consistent à faire battre les tambours durant l'éclipse, les mandarins se tenant cependant à genoux, les yeux levés au ciel avec une crainte respectueuse.
Ce tribunal compose aussi le calendrier qu'on fait imprimer tous les ans et qu'on distribue par tout l'Empire, étant défendu sous peine de la vie d'en faire un autre. Et la dénomination de tribunal des mathématiques est due aux jésuites, et plus particulièrement à l'auteur de ce texte, le père Gabriel de Magalhães, portugais d'origine. La bonne dénomination serait plutôt Bureau impérial d'astronomie ou quelque chose d'approchant. Ses fonctions étant effectivement la prédiction des éclipses et l'établissement d'un calendrier. On peine à imaginer en quoi établir un calendrier peut être aussi compliqué. C'est qu'il s'agissait, au-delà d'un simple décompte des jours, d'un véritable almanach, incluant des prévisions astronomiques autant qu'astrologiques. Même le décompte des jours était plutôt complexe. L'année était lunisolaire, c'est-à-dire qu'elle comprenait 365 jours un quart, tandis que les mois étaient des mois lunaires, qui comprenaient soit 29, soit 30 jours, mais pas de manière uniformément alternée. Il convenait d'ajouter des mois certaines années, en moyenne 7 ou 19 ans. Le décompte était encore compliqué par la symbolique des nombres et des périodes de temps. Je vais tenter de vous en donner une faible idée en vous racontant la succession des jours. Les 5 mouvements sont présents dans l'univers, sur la Terre, dans l'homme lui-même. Ils sont associés au bois, au feu, à la terre, au métal et à l'eau, mais aussi à des saisons, des directions, des couleurs, des saveurs, etc. À ces 5 mouvements correspondent 6 énergies. Ne me demandez pas comment, je n'ai pas compris. Multipliés par 2 à cause du yin et du yang, les 5 mouvements produisent 10 troncs, dont vous voyez les noms à gauche, et les 6 énergies produisent 12 branches à droite. À leur tour, les 12 branches sont associées chacune à un animal, du rat au cochon, en passant par le dragon, le singe et le coq, dont vous entendez les noms à chaque nouvel an chinois. Les jours se nommaient chacun par un couple formé d'un tronc et d'une branche. Le premier est Jia-zi, premier tronc et première branche. Continuez à tourner, vous obtenez Yi-shu, puis Bong-yin, etc. Arrivé au 10e, vous avez fait le tour des troncs, mais pas encore celui des branches. Le 11e jour est donc Jia-zu et le 12e Yi-hai. À titre d'exercice, trouvez le nom du 44e jour, sans énumérer tous les précédents. Ce n'est qu'au bout de 6 cycles de tronc et 5 cycles de branches, soit 60 jours, que vous serez revenu à votre point de départ. Et encore, ce cycle de 60 jours est le plus simple. Les Chinois connaissaient le cycle de 235 mois synodiques, égal à 19 années solaires. Ils l'incluaient dans un cycle de 76 ans, lui-même inclus dans un cycle de 1520 ans. Et tout à l'avenant. La complexité seule des calendriers suffirait à infirmer les jugements méprisants des jésuites. Oui, les Chinois disposaient bien d'une astronomie mathématique, et ce, depuis extrêmement longtemps. La plus ancienne trace qu'on en ait trouvée est cet observatoire, sur le site archéologique de Taozi. C'est une vue aérienne. Il date d'environ 2 millénaires avant notre ère, soit 2 siècles avant Hammurabi. Voici le début de la carte céleste de Dunhuang, qui date du 7e siècle, avant l'explosion de la science arabe. C'est un catalogue de constellations. La grande et la petite ours sont reconnaissables à gauche. La carte stellaire de Suzhou liste 1565 étoiles, regroupées en 283
astérisme. Elle date du XIIIe siècle, une période clé autant pour l'histoire de l'astronomie que pour l'histoire du monde. C'est l'époque des invasions mongoles. Gengis Khan conquiert le plus vaste empire qui ait jamais existé. Ses descendants le partagent en grandes régions. C'est ainsi que, pendant que son frère Hulagu Khan conquiert le califat abbasside et ruine Bagdad, Kubilai Khan fonde une nouvelle dynastie en Chine. Je vous raconte ailleurs comment Hulagu Khan a pris à son service le plus grand astronome arabe de son temps, Al-Tusi, et aussi comment il lui a donné les moyens de construire un observatoire à Mahraga. Eh bien, son frère Kubilai avait lui aussi à son service un grand astronome. Il s'appelait Guo Shujing. Sa première spécialité est l'hydraulique, les canaux, les barrages, l'alimentation des villes en eau. Lors de l'aménagement de la nouvelle capitale de l'Empire, l'actuel Pékin, il planifie les travaux entre la ville et le fleuve Jaune. Mais il n'abandonne pas l'astronomie. Il supervise en 1276 la construction de l'observatoire Gaoqiang, qui n'est que le premier d'une série de 27 observatoires construits au début de la dynastie Yuan. Kubilai Khan ayant décidé d'une nouvelle réforme du calendrier, Guo Shujing se met à la tâche, ce qui le conduit d'une part à des réflexions théoriques sur la trigonométrie sphérique, d'autre part à la construction d'instruments sophistiqués. Il en est resté en particulier cette sphère armillaire. C'est de cette époque que datent les contacts avec les astronomes arabes. On n'imaginerait pas que les deux frères, Kubilai et Hulagu, aient impulsé un effort énorme dans le domaine de l'astronomie, l'un en Chine, l'autre au Moyen-Orient, sans qu'il y ait eu échange d'informations. Écoutez à nouveau Ricci. Il parle du successeur de Kubilai 3 siècles et une dynastie plus tard. Celui toutefois qui règne aujourd'hui entretient avec grande dépense plusieurs mathématiciens, et ceux-là sont ou eunuques dans l'enclos du palais, ou au dehors des officiers royaux, desquels il y a aujourd'hui 2 sièges en la cour royale de Pékin. L'un de Chinois, qui font profession de ranger les calendriers et éclipses selon la manière qu'ils ont apprise de leurs ancêtres, l'autre de Sarrasins, c'est-à-dire d'Arabes, qu'ils calculent la même chose selon la discipline apportée d'Occident. Et ensuite, les deux présidiaux échangent leurs résultats, cédant l'un l'autre. Tous les deux ont une place sur une petite colline pour contempler les astres, sur laquelle ils ont élevé des machines de fonte d'une grandeur extraordinaire, qui ont quelques ressemblances d'antiquité. Eh oui, quand les Jésuites sont arrivés, cela faisait 3 siècles que les Chinois collaboraient avec les Arabes, qui leur avaient apporté leur propre astronomie, élaborée par les Al-Batani, Al-Biruni, Al-Tusi et d'autres. Du reste, les rapports entre les Jésuites et les astronomes arabes, déjà installés à Pékin, n'ont pas été sans heurts. Le XVIIe siècle marque le grand changement de paradigme dans l'astronomie occidentale. Les lois de Kepler datent de 1609 pour les deux premières et 1619 pour la troisième. L'invention des logarithmes en 1614 facilite les calculs qui conduisent à des prédictions de plus en plus précises. En plus du télescope qui permet des observations impossibles jusqu'alors, des machines toujours plus sophistiquées sont construites. Celle que vous voyez permet de prédire les éclipses plus d'1 siècle en avance. Elle a été construite par l'astronome danois Rømer, celui qui a démontré que la vitesse de la lumière est finie. Un exemplaire sera offert à l'empereur de Chine.
Alors oui, il est exact que l'astronomie qu'apportent les jésuites est plus sophistiquée et plus précise que celle que connaissent les Chinois. C'est ce qui leur permet d'obtenir la confiance de l'empereur. Après Ricci, ses successeurs Schall puis Ferbiste seront même nommés présidents de ce qu'ils appellent le tribunal des mathématiques. Et cela ne justifie pas le mépris qu'ils affectent à l'égard de la science chinoise. Ce mépris traduisait surtout leur propre incapacité à pénétrer des schémas de pensée qui leur étaient totalement étrangers. Ricci a appris les mathématiques et l'astronomie à Rome, sous la direction de Clavius. Clavius, c'est le grand nom de la mathématique jésuite. Il a élaboré le Ratio Studiorum, le plan d'études jésuite, qui fait la part belle aux éléments d'Euclide. Il est d'ailleurs l'auteur d'une version des éléments qui fera longtemps autorité. C'est cette version des éléments que Ricci traduira en chinois, sans grand succès d'ailleurs. Ricci, comme son maître Clavius, considère que le raisonnement axiomatico-déductif, précisément celui qu'enseignent les éléments, est la condition nécessaire de toute réflexion, fût-elle théologique. Il est imprégné de la pensée grecque de Platon et Aristote, qui a conduit à l'astronomie de Ptolémée. Les mouvements dans le ciel sont nécessairement simples et explicables par la géométrie élémentaire. Pour Aristote, les mouvements stellaires ne pouvaient être que circulaires et uniformes. Les observations ont conduit à corriger certaines irrégularités, mais on l'a fait par d'autres mouvements circulaires uniformes, ceux des épicycles. Récemment, Kepler a introduit le mouvement elliptique, qui n'est pas encore accepté du temps de Ricci. Mais même les lois de Kepler ont un présupposé de modèle géométrique éternel. Pour les Chinois, au contraire, les mathématiques ne peuvent être qu'un artefact, et non la représentation d'une réalité physique immuable. Écoutez ce que l'on lit dans le livre de Jin, un des grands classiques historiques écrits au 7e siècle. Les mouvements célestes ne s'arrêtent jamais. Quand une chose se meut, elle ne le fait pas de manière régulière, même s'il est possible dans l'ensemble de déterminer et d'assigner des bornes au degré de sa marche. Les jours s'accumulant pour former des mois, et les mois des années, l'ancien et le nouveau s'influençant mutuellement, il est impossible que des écarts de l'ordre de l'extrémité d'un poil n'existent pas. C'est là un principe naturel. Au départ, les erreurs étant de l'ordre de l'extrémité d'un poil, elles ne peuvent pas encore être perçues, mais elles finissent par s'accumuler et par provoquer des erreurs de prédiction de chacune des 4 phases de la Lune. Il devient alors impossible de ne pas réformer les canons astronomiques afin d'en tenir compte. En d'autres termes, si les mathématiques traduisent correctement la réalité d'un moment donné, il est impossible qu'un système de calcul prédictif, aussi sophistiqué soit-il, reste valable sur le long terme. En Europe, les équations de Newton, le problème des 3 corps et la stabilité du système solaire ont occupé les mathématiciens pendant le XVIIIe et le XIXe siècle. Ce n'est qu'au tout début du XXe que la réflexion sur les systèmes dynamiques non linéaires les a rapprochés de la conception ancestrale des Chinois. Voici ce que dit Henri Poincaré dans la préface de son livre de calcul des probabilités. Lors même que les lois naturelles n'auraient plus de secret pour nous, nous ne pourrions connaître la situation qu'approximativement. Si cela nous permet de prévoir la situation ultérieure avec la même approximation, c'est tout ce qu'il nous faut. Nous disons que le phénomène a été prévu, qu'il est régi par des lois. Mais il n'en est pas toujours ainsi.
il peut arriver que de petites différences dans les conditions initiales en engendrent de très grandes dans les phénomènes finaux. Une petite erreur sur les premières produirait une erreur énorme sur les derniers. J'ai une question pour vous. Que se serait-il passé si des missionnaires chinois avaient débarqué à la cour de Louis XIV pour convertir les Français à leur religion et leur enseigner les subtilités de leur astronomie? Voici une indication. Les lettres persanes de Montesquieu ont été écrites après la mort de Louis XIV, mais tout de même elles sont parues à l'étranger, sans nom d'auteur. Ben non, il n'y aura pas de vanne de fin. Vous trouvez ça drôle, vous?